à cette session d'information sur Kinactu Télévision à la une de l'actualité. Vital Kamerhe, le prochain président de l'Assemblée nationale, investi comme candidat par la majorité parlementaire. Bel et bien lieu le 29 avril prochain dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cette confirmation est du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, lors de son échange avec les députés provinciaux du Kasaï oriental. Une fois de plus, bienvenue à tous. Démarrons par cette information. Vous le savez, les candidats uniques de l'Union sacrée au poste du président du bureau définitif de l'Assemblée nationale est connu. Il s'agit de Vital Kamerhe, qui a été choisi par les députés nationaux membres de cette plateforme politique à la suite d'une élection primaire décisive organisée au Palais du Peuple le mardi dernier avec 183 voix devant Christophe Mbosso et Bahati Lukwebo. Plus de détails dans ses commentaires. C'est à la suite des primaires organisées au Palais du Peuple par l'Union sacrée de la Nation que Vital Kamerhe a été investi candidat de cette plateforme politique pour la présidence du bureau définitif de l'Assemblée nationale avec sa 83 voix devant Christophe Mbosso 113 voix et Bahati Lukwebo 69 voix. En conséquence, est investi candidat de la majorité présidentielle au poste du président de l'Assemblée nationale pour les comptes de l'Union sacrée, l'honorable Vital Kamerhe. Après cette victoire, Baudouin Mayo, député national et membre de l'Union pour la nation congolaise, pense que Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Vous avez vu, la joie de Dieu s'est opérée et Vital Kamerhe a récupéré démocratiquement ce que quelques amis malins ont voulu lui retirer. Et je remercie le grand Dieu parce qu'il est juste et bon en tout ce qu'il fait. Pour sa part, les gagnants de ces primaires a révélé qu'il était le choix du président de la République. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Il suit de noter que dans son discours de campagne qui n'a duré que 5 minutes, le président de l'UNC a promis de renforcer les contrôles parlementaires et de redorer l'image de l'Assemblée nationale. Un message ayant convaincu visiblement les 183 élus qui l'ont voté. Après avoir été élu par la majorité parlementaire comme candidat au poste du président de l'Assemblée nationale, à la suite d'une élection primaire convoquée par le présidium de l'Union sacrée de la Nation, le député national Vital Kamerhe a été reçu dans la soirée du mardi 23 avril dernier par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Après échange, le prétendu nouveau speaker de la Chambre basse du Parlement s'est livré à la presse. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, félicitations. Mes respects, Excellence. Mes respects et merci pour tout. À la demande du président de la République, parce que nous étions 3 candidats et le président a voulu qu'on applique la démocratie parce qu'il ne voulait pas avoir de préférence pour l'un ou l'autre candidat. Je dois d'abord rendre grâce à Dieu qui a fait que cet événement puisse avoir lieu. Remercier le président de la République pour la confiance qu'il m'a toujours faite. Et je réitère ici cette confiance auprès de la haute autorité de l'Union sacrée. Je voudrais aussi féliciter les organisateurs, c'est-à-dire le présidium, aujourd'hui présidé par l'honorable Augustin Kabouya, président AI de l'UDPS. Remercier le président Mbosso et le président Bahati qui étaient dans la course avec moi. Nous avons gagné ensemble parce que nous avions pris l'engagement devant le président de la République de mener un combat loyal, démocratique, et que ce combat ne laisse pas de séquelles, que ce combat ne nous divise pas, que ce combat se fasse dans la loyauté, et que bien au contraire, que celui qui gagne puisse avoir un regard tout à fait particulier envers et respectueux envers ceux qui ont perdu,
et que ceux qui ont perdu comprennent qu'ils n'ont pas été frustrés, mais c'était la volonté de la classe politique, de la majorité. Je serai le candidat de l'Union sacrée de l'opposition, candidat unique, et je voudrais rassurer tout le monde que nous allons travailler dans l'harmonie, que nous allons faire en sorte que nous puissions redorer l'image de l'Assemblée nationale et du député national. Nous allons faire en sorte que la séparation des pouvoirs soit une réalité. Nous allons pousser le gouvernement, la première ministre et les ministres à remplir leurs assignations contenues dans le programme du gouvernement. Donc le contrôle parlementaire sera de rigueur. Que doit-on retenir du côté de l'opposition après l'élection primaire convoquée par les présidiums de l'Union sacrée de la Nation, Paul Ntumba, au cadre de la formation politique Piste pour l'émergence des 7 Kikouni, estime que c'est une pratique qui n'a jamais existé dans l'histoire de la République démocratique du Congo et qualifie cette affaire de l'égoïsme politique. Suivez-les au micro de votre rédaction. J'avais dit autrefois que dans ces régimes, on aura tout vu. C'est quelque chose, donc ça n'a jamais existé en République démocratique du Congo. C'est avec eux qu'on vient de voir ça. Et tout ça pourquoi? Parce que ce sont les égoïstes politiques qui se battent pour des postes et pour ne pas seulement choisir quelqu'un comme ça, ils veulent passer par là. Est-ce que pensent-ils que ces 3 personnalités, c'est seulement eux qui sont intelligents pour être à la présidence de l'Assemblée nationale? Non. C'est par égoïsme politique que ces 3 personnalités se battent pour leur pays. Mais quand on nous parle de ces renouvellements de la classe politique, pense-t-il qu'avec ces genres ou avec ces régimes, il y aura ces renouvellements politiques? Non. On est en train juste de tromper la jeunesse et d'utiliser le nom de la jeunesse pour leur bien ou pour le bien de leur famille. Revenons sur les consultations gouvernementales. Sachez que Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union nationale de la presse congolaise, section Kinshasa, sollicite le moyen et la mise en application des résolutions des États généraux de la presse et l'organisation du congrès des médias. Regardez. Notre leitmotiv aujourd'hui est que la nouvelle Premier ministre commence le travail le plus tôt possible, le plus rapidement possible. On a l'impression que ça prend un peu du temps et que son prédécesseur puisse rejoindre le Parlement et que la Première ministre commence le travail et que les journalistes, le professionnel des médias, les médias nationaux soient aujourd'hui associés à la gestion de cette République qui se meurt. Et enfin, nous avons demandé à ce qu'il n'y ait pas l'utilisation des journalistes par les membres du gouvernement ou certaines personnalités pour se régler des comptes. Ils mettent de l'argent, ils utilisent notamment certains membres de la corporation et lorsque nous décidons de les sanctionner, ce sont eux qui viennent pour nous demander de ne pas le faire. Et donc, l'oreille de la Première ministre a été attentive, elle a pris l'engagement de correspondre souvent avec nous, de nous consulter les cas échéants et nous demandons à ce que la presse de toutes les sections, là en tant que corporation au niveau de la ville de Kinshasa, et je parle au nom de mes collègues de chaque province, nous allons accompagner ces gouvernements à condition que nos desiderata, nos souhaits, ce que nous avons manifesté comme besoin, soient servis pour que les états généraux que nous avons tenus ici à Kinshasa, pour que la nouvelle loi soit effective et surtout appliquée. Voilà, mais nous serons vigilants sur la suite des choses. Si elle n'est pas la Première ministre dans la situation de s'émouvoir correctement, la presse sera la première à dénoncer cela. Par ailleurs, en Provence, la synergie des journalistes dans les territoires de Rutshuru et Masisi, au Nord Kivu, a lancé son cri d'alarme aux autorités du pays après près de 10 ans de fuite de la guerre dans cette zone, dont 85% de matériel sont détruits par les forces négatives du M23 et d'autres biens pillés. Voici leur déclaration lue par Justin Bizimana, coordonnateur de la synergie des médias victimes de cette situation de guerre. Nous, journalistes déplacés à Goma, survivants des affres de la guerre du M23 à Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, après près de 2 ans en déplacement et à tout abandonné lors de notre fuite, vivons une vie de parfaite précarité, certains dans des familles d'accueil
et d'autres dans des sites de déplacés autour de Goma. Le territoire de Rutshuru et Masisi, épicentre de terribles conflits armés, surtout pendant ces 3 dernières années, compte une cinquantaine de radios de proximité et de médias en ligne. 85% de ces organes de presse ont été contraints d'éteindre leurs émetteurs et carrément fermer les portes pour s'exiler, au vu des atteintes graves des droits de la presse. Une dizaine de radios ont été vandalisées et leurs équipements pillés, et le personnel contraint de s'exiler. C'est grâce à la MONUSCO que nous remercions en passant que certains journalistes avaient réussi à être évacués en urgence des zones rouges de combat. D'autres avions fait les jours, voire des semaines, pour atteindre Goma dans des circonstances parfois mortelles. Les corporations d'encadrement et de défense des droits des journalistes INPC, Cohacon et Remède des GED, ainsi que certains de leurs partenaires que nous adressons notre reconnaissance, n'avaient ménagé aucun effort pour immédiatement encadrer une quarantaine de journalistes déplacés avant d'être confrontés aux moyens très limités il y a une année passée. Dès lors, 80 journalistes déplacés sommes sur les qui-vive et abandonnés à notre triste sort, sans abri, sans manger, moins encore les soins de santé ou de la scolarité de nos enfants pour ceux qui en ont. Nous sommes les plus oubliés de cette crise en dépit des sacrifices consentis pour la nation et les services rendus à la population en tant que 4e pouvoir. Nos plaidoyers auprès du gouvernement congolais pour nous venir à la rescousse sont sans suite depuis des années. Poursuivant par la problématique de la taille du gouvernement souminois, l'acteur politique Jean-Patrick Moussenga appelle à la réduction de la taille du nouveau gouvernement et propose que la nouvelle équipe puisse avoir la configuration de 26 provinces de la République démocratique du Congo, représentées par un ministre. Suivez-les. Je pense que la première ministre il commence à faire ses preuves. Comme nous l'avions dit, qu'elle entre dans l'histoire. S'il peut arriver à réduire sensiblement le nombre de portefeuilles, ceci entre dans le cadre de réduction des trains de vie des institutions. Félicitations. Je pense que c'est déjà une très bonne chose. Et ceci va aussi galvaniser les énergies autour de la cohésion nationale. Au moins cette fois-ci, il n'y aura pas une seule province qui sera beaucoup plus avantagée par rapport aux autres. C'est vrai que tous les ministères ne sont pas les mêmes. Il y a les ministères qui ont plus du poids par rapport aux autres. Mais au moins, chaque province pourra se retrouver au gouvernement. Et cela va aussi réduire les tensions qui sont tout autour de représentation provinciale. Vous savez qu'il y a eu un gouvernement où le Sankourou à lui seul avait 6 ministères, alors que les autres provinces n'en avaient même pas un seul. Donc je pense que ceci tombe à point nommé. Et la première ministre a commencé à faire de preuves de son impartialité dans la gestion de la République. Autre chose, dans ce journal, élection des gouverneurs fixée au 29 avril prochain, la Commission électorale nationale indépendante, à travers son président, Denis Kadima, a passé un message aux députés provinciaux du Kasaï oriental mardi dernier en les invitant à privilégier les valeurs en lieu et place de l'argent. Il était aussi question de parler du système de vote. Suivez le numéro 1 de la centrale électorale. C'était un échange entre la CENI et les députés provinciaux ici au Kasaï oriental. Le message c'était que la CENI est prête pour les élections de gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que celles des sénateurs. Évidemment, c'était une occasion aussi de parler de valeurs sur lesquelles ces élections doivent être fondées en termes de permettre que la volonté populaire soit exprimée plutôt que la volonté de l'argent. Et ça, c'est un message quand même qu'il fallait faire passer. Nous avons aussi encouragé le président du bureau de nous faire parvenir la liste des électeurs dans les délais légaux pour que les élections se tiennent sans problème. Évidemment, nous avons parlé du système de vote
Et tout ça pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Je pense que c'était un échange très fructueux. Et le message est clair. Le 29, donc lundi le 29 avril, nous avons ces élections-là. Les scrutins auront lieu. Que personne n'hésite. Il n'y a plus de recul. Dans le même ordre d'idées, à 6 jours des échéances électorales des gouverneurs et vice-gouverneurs particulièrement, dont la province du Kwango, les habitants ont les yeux braqués sur l'Assemblée provinciale qui doit désigner le futur dirigeant. Les scrutins du 29 avril semblent être de tous les enjeux pour une province en construction comme le Kwango, situé dans la partie sud-ouest de la République démocratique du Congo. Suivez. À 6 jours des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Kwango, les habitants ont les yeux braqués sur l'Assemblée provinciale qui doit désigner le futur dirigeant. Le scrutin du 29 avril semble être de tous les enjeux pour une province en construction comme le Kwango, située dans la partie sud-ouest de la RDC. Interrogés, certains disent attendre ce gouverneur qui mettra la province sur le chemin du développement. C'est notamment la question de la réhabilitation ou la modernisation des routes à l'intérieur de la province pour faciliter l'interconnexion entre les territoires et les échanges commerciaux avec la capitale. Notons par ailleurs que la desserte en électricité est aussi une des priorités des habitants de Kenge, chef-lieu de la province située à plus de 200 km de la capitale. Ici, les soins spécialisés ne sont pas organisés dans les hôpitaux. Plusieurs cas sont transférés à Kinshasa, un coût de plus pour le ménage. D'autres habitants sont tout simplement pessimistes. Pour eux, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Cette position, ils la justifient par l'existence des autorités morales qui seraient à Kinshasa, téléguidant les députés et les membres de l'exécutif provincial. Le Kwango est une province de la République démocratique du Congo depuis le 15 avril 2015 à la suite du démembrement de l'ancienne province de Bandundu. Il est situé au sud-ouest de la RDC avec une superficie de 89 974 km² et borde l'Angola au sud. Il est limitrophe de 3 autres provinces du pays, la capitale Kinshasa, le Congo central et le Kwilu. Changeons des chapitres. La République démocratique du Congo fait partie des pays ayant signalé des cas de fièvre jaune entre 2023 et février 2024. Depuis le début de l'année 2023 jusqu'au 25 avril 2024, 13 pays africains dont la RDC ont documenté des fièvres jaunes selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé rendu public en avril 2024. Les données préliminaires pour 2023 indiquent un taux de natalité de 11%. Suivez ces commentaires. Bien que le risque global au niveau régional soit réévalué comme modéré par l'Organisation mondiale de la santé et que le risque mondial reste faible, une surveillance active est nécessaire en raison du potentiel risque de transmission ultérieure lors de voyages et de la présence du vecteur compétent dans les régions voisines. La prolifération urbaine de l'Aedes spp, le moustique qui pique pendant la journée, peut également amplifier considérablement le risque de transmission, en particulier dans les zones densément peuplées, entraînant ainsi les épidémies rapides. Au cours de la même période, 8 pays au total, Cameroun, Tchad, Congo, République démocratique du Congo, Guinée, Niger, Nigeria et Soudan du Sud ont signalé une transmission active de la fièvre jaune avec des cas confirmés. Ces pays ont lancé des activités de planification de la réponse. La fièvre jaune est une maladie à tendance épidémique et équitable par la vaccination causée par un arbovirus transmis à l'homme principalement par la piqûre
d'une espèce infectée d'Aedes et Armagogus spp. La période d'incubation varie de 3 à 6 jours. De nombreuses personnes ne présentent aucun symptôme, mais lorsqu'ils apparaissent, le plus courant sont de la fièvre, des douleurs musculaires avec des maux de dos importants, des maux de tête, une perte d'appétit et des nausées ou des vomissements. À présent, les questions sportives. Le tout-puissant Mazembe s'est envolé pour les Caire en Égypte en vue de disputer les matchs de la demi-finale retour avec les tenants du titre de la Ligue des champions africaine Al-Ali prévu ce week-end. Espoir Kinanvidi. C'est au petit matin de ce mercredi 24 avril que la délégation du tout-puissant Mazembe, composée de 35 personnes, dont 21 joueurs convoqués pour le match retour de la demi-finale de la prestigieuse Ligue des champions africaine, est arrivée au pays des pharaons. Embarqué dans Ethiopian Airlines au début des après-midi du vendredi dernier, soit à 14h25, pour passer quelques heures à Addis Abeba afin de prendre la direction du cœur capitale de l'Égypte aux alentours de 22h. Les hommes du franco-sénégalais Lamine Ndiaye se montrent déterminés à arracher le ticket de la finale ce week-end face à l'équipe égyptienne de Al-Ali, champion en titre de la précédente édition. C'est avec un état d'esprit de la victoire que les Corbeaux vont disputer cette rencontre après les Nils vierges enregistrés à Lubumbashi en aller devant son public et ses dirigeants. Par ailleurs, en partance du Caire pour soutenir son équipe, Moïse Katumbi, un bon père de famille, a effectué une visite à l'ancien capitaine de Mazembe, Renfort Kalaba, victime d'un accident de circulation quelques jours à Lusaka, et rend grâce à Dieu pour cet événement tragique. Oui, je suis venu voir le joueur Kalaba qui est un fils à moi. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur. C'est un miracle. Donc je suis à Lusaka avant de partir en Égypte pour le match retour. Je suis venu voir Kalaba. Kalaba, il est pour le moment, je peux dire à 99%, il est déjà sauvé. Il s'est épinglé que sur une note de la Confédération africaine de football sur le probable décalage de l'heure du coup d'envoi, l'instance panafricaine du football rendra son verdict le vendredi prochain. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du maracuja? Découvrons ensemble le bienfait de ces fruits dans ces commentaires. Du Brésil et du nord de l'Argentine. Le jaune, légèrement plus gros et acide que le pourpre, il viendra qu'à lui de la forêt amazonienne brésilienne. En plus d'être particulièrement savouré et apprécié de petits comme le grand, le maracuja est une petite bombe de nutriments et des micronutriments précieux pour la santé. Il est très riche en eau, en fibres. Il contient également près de 3 fois plus de protéines qu'autres fruits. Il brille par sa teneur en fer, en potassium, en cuivre et en zinc. Côté vitamines, il note ses excellentes teneurs en vitamine C et en provitamine A, bêta-carotène, toutes deux antioxydants. Pourvu d'une grande quantité de potassium, la pulpe du maracuja régule le taux de sodium corporel et contribue à diminuer le risque d'hypertension artérielle. Le corse de fruit de la passion se révélait efficace pour réduire le symptôme de l'asthme, tels que le soufflement, la toux, le glaire. Très riche en antioxydants, connus pour leur efficacité sur la diminution de cellules cancéreuses, le maracuja fait partie de fruits efficaces pour prévenir
par les bulletins météorologiques. Demain matin à Kinshasa, des nombreuses éclaircies parsemeront le ciel. La température dans la capitale congolaise sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Et à l'après-midi, il y aura quelques nuages sans conséquence et pas mal d'éclaircies. La température à Kinshasa atteindra le 29 degrés Celsius en moyenne, le 7 km par heure. Enfin, dans la soirée, les nuages feront leur apparition, dominés par de nombreuses éclaircies marquées par une température qui retombera vers 26 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Vital Kamerhe, le prochain président de l'Assemblée nationale, investi comme candidat par la majorité parlementaire. Les sénateurs auront bel et bien lieu le 29 avril prochain dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Cette confirmation est du président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, lors de son échange avec les députés provinciaux du Kasaï oriental. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.